On a sonné. Alors, j'ai une question quand même. Oui. Ici, je vois cannabis. Rassurez-moi, il n'y en a pas là-dedans. Évidemment, non. Non, on est professionnels jamais. en tout point. Ici, c'est Évidemment. vraiment des petits manuels de réduction des risques ciblés sur chaque produit Ah ouais, ok. qui sont présents ici. Donc voilà. Tout à fait. Ici, donc, Infordrogue, prévention. Alors, Infordrogue, mais c'est Infordrogue et addiction maintenant. Je vous Exactement. permets, super. Voilà, nous y voilà, un fort drogue et addiction. Hop là. Voilà, donc ici, on est dans un très beau bâtiment. C'est resté très longtemps et c'est toujours d'une certaine manière Infordrogue, mais on ne parle pas que de drogue ici, évidemment. Tout à fait. Donc ça ici, je peux en dire un peu plus. C'est en fait plus une porte d'entrée parce que c'est une problématique qui est de toute façon connexe avec d'autres. Donc les personnes qui nous appellent ne sont pas les consommateurs, toujours les consommateurs, mais les proches Ouais, également. les Donc proches. là, on peut aussi plus comprendre que les enjeux se dépassent un petit peu que purement le produit, l'addiction physique ou pas, ou psychologique au produit. Ouais. Ça, on le dépasse très vite. Donc nous ici, c'est moitié proche, moitié consommateur qui nous appellent Ok. à la permanence téléphonique. Et donc sur ce sujet-là, c'est vrai que les sujets connexes, ça va être des sujets, par exemple, je prends pour quelqu'un de 16-17 ans, la scolarité sera quand même un petit peu au centre, le cercle social, etc., les perspectives. Si on parle d'une personne plutôt de 30-40 ans, le boulot, la vie de couple, situation familiale qui là est toujours reprise également, pour essayer finalement de comprendre qu'est-ce qui peut être déclencheur d'une consommation problématique. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous êtes un centre d'écoute, de prévention et vous agissez à différents niveaux, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc nous, on propose des accompagnements ici en interne autour de ces questions-là qu'on va qualifier de pré-symbolisation, mais sans trop rentrer dans les détails. C'est un travail aussi un peu d'approfondissement de la situation. Tiens, une personne vient avec telle question. Avant d'y répondre, on creuse un petit peu. On peut vraiment faire ça dans l'anonymat le plus total. Donc ça, c'est quand même un des piliers ici à Infordrogue, c'est vraiment cette question d'anonymat. Et donc ici, en effet, comme je l'ai dit, les situations connexes, on les retrouve partout, mais même avec des professionnels qui nous appellent, c'est beaucoup plus rare. Mais ponctuellement, un professionnel peut nous appeler, tiens, je rencontre tel type de situation, comment agir, comment orienter ou pas. La notion de consommation contrôlée, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Oui, tout à fait. Donc en fait, une consommation contrôlée, on va la définir par défaut. Qu'est-ce que c'est une consommation non contrôlée ? Beaucoup de théories différentes, je vais essayer de la simplifier, faire un peu un melting pot de ce qu'on retrouve, mais en fait, c'est déjà une consommation qui est chronique, ça c'est important. Donc quelqu'un qui fume des joints tous les jours pendant une semaine, elle n'est pas non contrôlée. Si ça dure 1 an, on est sur un autre volume. Une autre dimension, c'est qu'est-ce que la personne en retire. Si c'est quelque chose qui se dit être ponctuel, par exemple, moi c'est mon moment détente le vendredi soir, elle est dans un cadre bien défini. Si du coup il en consomme tous les jours, on n'est plus dans la modalité établie, donc pour lui, cette consommation ne sera pas contrôlée. Là où quelqu'un d'autre pourrait nous dire, moi je fume tous les soirs en rentrant du travail, le jour où il fume sur le temps de midi, elle est plus contrôlée. C'est ça. Donc c'est un peu des balises qu'on essaye de se poser. Alors bien sûr, il y a toujours la dimension, on va dire, médicale, qui fait que c'est des consommations qui ont des impacts, et donc l'impact va vite dire si elle est contrôlée ou pas. Quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, qui continue à fumer des joints, c'est un signe soit qu'elle soutient quelque chose de trop profond, et donc ça va pas aller dans la balance risque pour lui parce que c'est quelque chose d'existentiel pour lui, ou alors au contraire, peut-être là un lien que c'est pas contrôlé, là on est dans un rapport addictif, même malade, je ne peux pas m'en passer. Alors du coup, je vois un petit peu devant moi, il y a l'alcool, le cannabis, l'héroïne, l'amphétamine, la cocaïne, etc. Tout en in. Mais qu'en est-il des médicaments ? Parce que ça représente là aussi une grande forme d'addiction et vous luttez contre ça aussi. Donc ça aussi, c'est un point qui est très important, c'est qu'on remarque de plus en plus, donc nous, nos statistiques, on les diffère en fonction de qui nous appelle. On remarque que les proches n'appellent jamais pour les médicaments. Donc c'est pas identifié comme quelque chose de problématique. C'est le médecin qui prescrit. Oui, il y a des ordonnances, donc bon... C'est ça, c'est cadré, et on n'a pas une vision si la personne va en prendre plus que ce qui est prescrit. Donc c'est quelque chose qui est très très discret, mais on a beaucoup de consommateurs qui nous parlent, par exemple,
j'ai une blessure, j'ai eu telle médication, on ne m'a pas prévenu les enjeux, et je me retrouve maintenant à devoir faire un sevrage sur 6 mois de ce produit-là. Comment se passe un entretien téléphonique? Je prends l'exemple très classique, une maman, j'ai trouvé du cannabis. Donc elle se dit plutôt, tiens, je vais prendre de l'information, peut-être aussi prendre une consultation pour mon fils ici. Et nous, on va travailler ça d'abord dans un temps premier vraiment réflexif. On creuse la situation, essaie de comprendre est-ce que le fils déjà est prêt à arrêter, dans le sens où il n'y a pas eu d'échange sur la consommation. Donc on ne sait pas où ce qu'il en est. C'est ça, donc peut-être d'essayer de temporiser un petit peu, essayer de créer un moment de lien qui peut être très cadrant, pas de dire laissez tout passer, mais vraiment un moment d'échange, se baser sur l'échange avec le jeune ici dans un premier temps, et voir ce qu'il en ressort. Donc ce qui arrive souvent, c'est qu'on dit écoutez, pour aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus parce qu'on ne va pas faire des hypothèses. On reste quand même sur ce qui se passe pour vous, ce qui est chaud, rappelez-nous. Et donc ça peut être moi l'un de mes collègues, et alors on continue le suivi, c'est une manière de faire. Sur la question de l'orientation, nous ce qu'on essaye de défendre, c'est une orientation éclairée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du de facto, vous voulez une consultation addiction, on vous renvoie à tel endroit. C'est creuser, qu'est-ce qui a marché chez vous? Est-ce que vous avez déjà rencontré un thérapeute? Qu'est-ce qui fait sens? La parole, ok, mais moi j'ai besoin de concret, alors ce serait plutôt un centre de jour. Moi j'ai besoin d'être coupé du monde, une hospitalisation. Et on va repartir du sujet de ce que lui l'anime, pour essayer d'orienter au mieux, en sachant que l'orientation est face à un facteur qui est constant depuis un grand moment, c'est la saturation des services. Et donc nous, on va essayer d'identifier aussi si notre lieu de consultation est adapté pour eux aussi ou pas, en sachant qu'on travaille avec nos moyens et nos limites, qu'on sait très clairement qu'on ne va pas étoffer devant la personne, c'est pas le but non plus de lui dire nous c'est ça. Et ça, c'est aussi une partie du travail, c'est se dire tiens, finalement, est-ce que ça doit jouer chez nous ou ailleurs? Est-ce que vous avez des exemples d'actions justement de terrain ou quoi que vous mettez en place? Comment est-ce qu'on va justement dire salut, je ne sais pas si tu es addict à quelque chose, mais je vais venir t'en parler. C'est ça. Donc nous, notre postulat, c'est qu'on laisse, alors là je parle vraiment de mon équipe, les personnes venir vers nous. Parce que pour nous, une consommation est possible en étant gérée. Donc on ne pourrait pas aller comme ça de facto chercher les gens. Par contre, ce qu'on cherche, c'est une visibilité qui se travaille sur 2 niveaux dans le secteur. Donc c'est beaucoup de rencontres de secteur. On est là, on est présent, nos spécificités et des campagnes où là, c'est le moyen de passer un message, mais aussi de glisser le numéro. Donc ça nous rend visible à ce niveau-là. Après, pour des questions un peu plus de terrain, nous, notre mise en extérieur se fait par des partenariats, parce que ce qu'on remarque à la permanence téléphonique, c'est que notre public, c'est un public qui utilise le téléphone. Et donc, on va dire que c'est un public qui n'est pas extrêmement précarisé. Le public le plus précaire, on ne le touche pas. Et pour ça, on a un partenariat d'un de nos collègues qui est détaché 2 jours semaine. Donc, c'est un partenariat qui est vraiment dense dans un projet Housing Force. Qui sont ces projets de dire, on donne un logement avant de réfléchir aux questions du sans-abrisme, la première pierre et on construit autour. Nous, c'est notre moyen aussi de toucher un autre public avec notre discours à nous, mais également d'être un peu au courant, tiens, comment est-ce que ça se joue actuellement? La crise du logement, là, lui, il a une expertise, mon collègue, plus poussée que la mienne, parce que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup moins dans ma pratique, mais c'est pas le seul public qu'on remarque est dur à atteindre, c'est également le public festif. Donc pour ça, on a un partenariat avec Modus Fiesta. J'allais dire, Modus Fiesta, ils sont présents sur les festivals, ils en parlent beaucoup. Eux, c'est leur place, et ça, on reconnaît beaucoup dans le secteur. On travaille tous différemment, mais on se reconnaît tous compétents. Notre philosophie, c'est lutter contre les difficultés liées à des consommations. Donc pour venir en aide à quelqu'un victime d'addiction, quels sont les bons réflexes? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Comment est-ce qu'on fait? Alors on peut vous appeler pour tous ces conseils, mais est-ce que ici vous pouvez justement nous donner ces petits tips? Je vais donner des choses. Alors c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas en lien avec une situation, ça fait nono. Ça c'est un peu la règle. Donc si vous sentez que c'est très abstrait, n'hésitez pas à nous rappeler, on fera ça en meilleures conditions. Mais une des guidelines qu'on peut se donner, alors ça dépend vraiment de la conso, si c'est une conso critique, n'écoutez pas ce que je dis, mais si on voit que la personne fonctionne quand même, mais que ça lui coûte quelque chose et que le coût augmente, une modalité, c'est de parler à la personne sans parler de l'addiction comme un problème. Parce que pour la personne, l'addiction, quelle qu'elle soit, si on est addict, c'est que le corps, l'inconscient, fait un lien
avec cette chose-là Ouais. et la voit comme un support. Ouais. Et donc moi j'utilise beaucoup dans l'appel l'allégorie ou la métaphore des béquilles, dire à quelqu'un qu'il a mal à la jambe, retire tes béquilles, ça fait pas beaucoup de sens. Ouais, on est d'accord. Et donc on va s'intéresser au ce qui fait vraiment nœud chez la personne. Donc, un exemple, ma compagne s'est séparée de moi il y a 2 ans, je m'en suis jamais remis, la garde alternée des enfants, j'en peux plus. Et en tant que proche, allez le soutenir sur ce sujet-là. Ouais. Ça va être la porte d'entrée qui vous fera paraître comme quelqu'un d'intéressé par la situation et pas juste de normatif. Tu consommes, tu vas voir quelqu'un. En tant que proche, vraiment favoriser l'échange s'il est possible, essayer d'entendre qui on est dans le réseau de la personne, est-ce qu'on est la bonne personne pour aller parler de ça. Parfois on est frères et sœurs, mais le lien ne permet pas. Parfois c'est trop compliqué. C'est ça, ou inversement, si on est vraiment la personne qui fait que cadrer dans la famille, c'est peut-être pas là maintenant qu'il faut aller tout de suite. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais globalement le lien est primordial pour que la personne puisse se livrer et se dire tiens ok là on m'écoute, on m'entend, je peux lui faire confiance. L'idée c'est vraiment là de se dire, pour résumer, on ne juge pas déjà de la personne, ça ne sert à rien de lui dire bon arrête de fumer, tu nous ennuies. On peut le dire. Voilà, on peut le dire, mais ça ne sert à rien de le ravacher si le but est que la personne arrête. C'est pas ça qui va l'aider à arrêter, en tout cas. De le culpabiliser sur la situation, ça n'aide pas, en tout cas. Ça. Mais est-ce que ce sont des conseils qui s'appliquent à tout type d'addiction ? Dans le sens où là, on parle évidemment beaucoup d'alcool et de drogue, parce que c'est vrai que quand on parle d'addiction, c'est les premières choses qui nous viennent à l'esprit. Mais je prends l'exemple de l'addiction aux écrans, aux jeux vidéo, qui est aussi en fait de plus en plus présente. Alors sur ça, moi j'aime ne pas différencier écran et jeux vidéo. Parce que, donc là c'est vraiment mes référents théoriques qui me font penser ça, mais il n'y a pas d'enjeu différentiel à ce niveau-là. D'ailleurs même les addictions non jeux vidéo sont souvent plus importantes en termes de temps que les jeux vidéo. Mais donc moi je parle toujours d'addiction aux écrans. Et donc dans ce type d'addiction, le paramètre médical ne va jamais rentrer en compte dans le sens où ça a un impact sur les yeux, sur la concentration, mais ça ne va jamais créer une crise existentielle en disant je dois arrêter. J'ai un cancer des yeux. C'est ça, là on n'y est pas. Donc là ce qu'on essaye de faire avec les personnes, c'est vraiment d'aller encore plus loin dans l'analyse et d'essayer de creuser encore plus loin sur quand est-ce que ça s'est installé. L'exemple que j'aime bien prendre aussi, c'est l'achat compulsif. C'est très très peu présent, beaucoup moins que les écrans. On va dire que c'est l'addiction comportementale pour laquelle on nous appelle le plus, c'est les écrans. La mère qui appelle, mon fils fume et il joue beaucoup aux jeux vidéo. Les deux parfois, il y a des addictions qui viennent ensemble. Ça oui, et aussi. Même certaines qui se soutiennent les unes les autres, ça je pourrais exemplifier. Mais donc ici, on est vraiment dans des situations où le jeu vidéo ou l'écran devient presque inatteignable de manière objective, scientifique, en disant là tu te fais du mal, etc. Mais la personne peut dire non, etc. On se rapproche souvent, alors pour les jeux vidéo et les écrans, d'états dépressifs. On est plutôt calme, etc. On est seul aussi. Parfois les consommations de drogue et alcool sont parfois sociales, ou démarrent en tout cas comme ça, tandis que là on est plus isolé en fait. C'est ça aussi qui... Et moi c'est là où je mets une grosse différence en fait sur ça, c'est que les écrans, là où la télé isole, les réseaux sociaux et les jeux vidéo, on pourrait dire que non. Comment est-ce qu'on caractérise une addiction aux écrans ? Quelle est la différence justement entre un amateur et un addict ? Encore une fois, pour les écrans. Alors, il y a de la théorie sur ça, un nombre d'heures, etc. Moi, je suis pas très partisan. Encore une fois, si c'est contrôlé ou pas. C'est ça. Je suis pas très partisan, mais pour les jeux vidéo, ce qu'on peut dire, ou les écrans, même de manière plus générale, je vais reprends le terme écran, parce que là, je pars dans le bon mauvais réflexe. Pour les écrans, non, c'est moi. Ce qu'on peut se dire, c'est que si la personne l'identifie comme un problème, même si c'est 30 minutes par jour, c'est un problème. Donc si on parle de la personne, c'est assez simple. Si on parle des proches, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ce que j'aime dans ce type de situation, c'est aller voir jusqu'où ça crée de la souffrance chez le proche. C'est ça. Et ça, c'est un bon élément. Et c'est de comprendre pourquoi chez elle ça joue ça. Mon oncle, mon frère est dépressif et que joue aux jeux vidéo, il boit de l'alcool, j'ai pas envie que mon fils soit comme ça. Donc on sent qu'il y a une angoisse, déjà quelque chose qui se joue, qui n'est pas rationnel dans le sens où c'est pas lié à ce qu'elle voit, mais qui est quelque chose de l'imaginaire, de sa culture, ses expériences, qui est tout à fait normal aussi. Et donc là, on peut un peu le complexifier avec elle. Tiens, regardez, quand est-ce que vous avez senti votre frère un peu partir trop loin ? Est-ce que vous voyez ça chez votre fils ? Mais donc l'addiction, elle est jamais quantifiable de manière objective. Beaucoup de gens vont parler de la question, alors je vais pas le reprendre ici, c'est un petit peu long, mais on peut dire que si elle est compulsive,
un moment dans l'année, si elle est non contrôlée, dans le sens où on prend plus que ce qu'on a prévu dans l'année, etc., c'est les 5 C, mais je vous le fais pas ici. Et de nouveau, c'est un peu trop théorique. C'est une manière de se dire qu'on est addict. En fait, il y a plein un peu de manières, et c'est aux gens de se dire, tiens, cette grille de lecture me parle, je me mets dedans. Il y a aussi le calcul d'unité d'alcool, pour l'alcool qui est très en vogue, qui permet d'avoir une bonne idée, mais en même temps, quelqu'un qui travaille dans l'ORECA sera peut-être plus à même de boire de l'alcool que quelqu'un qui a un travail bureau 9-17. Ouais, tout à fait. Et donc toujours à différer en fonction du milieu de vie. J'ai envie de parler un petit peu plus du fonctionnement aussi d'Info Drogue et Addiction. Quels sont un petit peu justement les acteurs qui sont ici présents? Donc toi tu es coordinateur, il y a une cellule communication, une cellule prévention, mais pas que, il doit y avoir aussi, j'imagine, ne serait-ce qu'au niveau juridique, mais des personnes qui travaillent ici pour vous informer. Donc nous ici, pour le travail juridique, donc là je vais parler un peu plus de mon équipe. Donc je suis coordinateur mais également acteur de terrain dans le sens où j'ai toujours une pratique au téléphone et en consultation. Donc dans notre équipe, nous sommes 5 membres, 3 assistants sociaux, un psychologue, un assistant psychologue. Et en fait, sur ces 5 casquettes, chacun peut aller creuser un peu dans sa formation pour trouver les réponses. Dans la formation d'assistant social, on n'est pas juriste, mais on est formé à comment chercher une information juridique. Donc en fait, on est entouré, par exemple, à une association que je salue, le Droit Quotidien, qui est un service qui permet un service de première ligne. On les contacte, tiens, est-ce que ça c'est vraiment légal? Est-ce que c'est des on-dit ou est-ce que c'est vérifié? Et répondre avec un dossier très complet. Mais là, ça se fait en externe. Et nous, on essaie de développer une expertise en interne, donc d'équipe, d'institutions également, qui peut après se relayer dans différentes façons. Nous, c'est vraiment de l'individuel, un tout petit peu de collectif. Alors, collectif, c'est un grand mot, mais on peut avoir 2 parents qui viennent en consultation. Ce qui peut être entendu comme un mini-collectif. Après, l'association, le service que vous rencontrerez de prévention, c'est vraiment les institutions. Mais en même temps, c'est une manière de prendre en charge les personnes, c'est de dire, écoutez, vous avez des personnes addictes chez vous, au lieu de les renvoyer toujours vers l'extérieur, il y a moyen déjà d'apaiser quelque chose en interne, de garder le lien avec la personne, vraiment favoriser le lien et la communication, vraiment leur communication générale, comment est-ce qu'on en parle, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire savoir. Ça va toucher, Et nous, notre institution se veut vraiment sur une articulation en triangle, avec ces 3 pôles, et chacun peut un peu naviguer dedans.